La rencontre de notre invité avec le public est presque fondée sur un malentendu, peut-être même sur une injustice. Vous le connaissez et tout le monde le connaît pour ça. Peut-être le connaissez-vous aussi pour cela. Si tu me cherches ce jour-là, vers l'au-delà, lève les yeux. Et il est bien à l'origine de ces titres qui ont fait un carton. Le mérite lui revient entièrement. Mais il est tellement plus qu'un chanteur. Son art va tellement au-delà de la musique. Il est, comme lui a dit un jour un ami italien, un multi-artiste. Et il avait raison, cet ami italien, à tel point qu'il l'a pris au mot et s'est revendiqué d'un courant, le multisme. Notre invité multiplie les formes d'expression artistique. Ce qu'il a envie de nous dire, ce qui doit sortir de lui absolument, peut passer par la musique, mais aussi par le dessin, par l'écriture, par la photo, par le graphisme, par la peinture. Je suis plus un peintre qui chante qu'un chanteur qui peint, dit-il. Et tant pis si nous, en France, on aime bien ranger dans des cases et mettre des étiquettes. Il faut le prendre comme il est, tout terrain, global, complet. Est-ce justement parce qu'il se sentait enfermé qu'il est parti vivre 15 ans à New York ? Son profil atypique était-il plus accepté aux États-Unis qu'en France ? Est-il revenu parce que les choses se sont un peu inversées depuis l'arrivée d'un certain Donald Trump ? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un regard. Bienvenue Charlie Couture. Merci d'avoir accepté notre invitation au Sénat. Je commence avec votre expérience américaine puisque c'est celle que vous nous racontez dans ce livre, ce très beau livre, Manhattan Gallery, paru chez Calman Levy. 50 portraits parmi les centaines de personnes qui sont entrées dans votre atelier galerie new-yorkais. Des promeneurs, des touristes, des badauds, des curieux, collectionneurs ou pas, dites-vous. Une page par personnage et un dessin. Les mots et l'image, l'écriture et le dessin, toujours ce mélange des arts inhérent à votre personnalité. Vous ne pouviez pas faire autrement de toute façon. Oui, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais le sentiment que les gens disaient il faut trouver sa personnalité, comme si on cherchait la fève dans la galette. Ouais. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que la personnalité, c'était en fait un constituant par strates, comme du mica, et qui se révélait en fonction des différentes épreuves ou situations auxquelles on est confronté. Et une même personne peut être capable d'actes de bravoure, autant que d'actes de lâcheté, être généreux avec certains et puis maladroit avec d'autres, etc. Et que la personnalité, en fait, c'est un ensemble d'états d'être, de situations, un peu comme une boule à facettes, on va dire. Et pour révéler ça, j'avais présenté en guise de thèse de fin d'études une sorte d'exposition de groupe dans laquelle je présentais à la fois des photographies, des gravures, un disque, des films, des peintures. J'ai continué à faire ça, en fait. Exactement. Et vous avez une définition de l'artiste que j'ai trouvée très juste. Être artiste, c'est ne pas arriver à gérer ses émotions, c'est les transformer en quelque chose. Cela peut être un poème, une musique, un tableau, il faut que ça sorte. C'est un discours qu'on a du mal à entendre en France, vous trouvez ? En fait, moi, j'ai l'habitude de dire que l'art est une proposition. Et on vit sous pression. L'idée, c'est ça. On vit sous pression d'une façon générale. La vie est oppressante. Et alors, ça fait impression, impressare, la pression à l'intérieur, compression. Alors là, c'est le stress, le malaise. Expression, faut que ça sorte, l'énergie doit sortir. Puis après, dépression. Puis après, ça recommence. Pression, impression, compression, expression. Et l'expression, en fait, c'est juste une énergie. Ça peut se traduire par des gestes quand on est sportif, ça peut se traduire par des actes de création, mais l'art, en fait, c'est cette espèce de foi qu'on a que si on n'exprime pas ce qu'on ressent, on va être mal à l'aise. Après, comment les gens le ressentent, j'allais dire, c'est une autre question. Il y a le in-out et le out-in. C'est-à-dire, il y a ce qu'on propose aux gens et puis il y a ce que les gens reçoivent. Par exemple, la valeur d'une œuvre d'art n'a rien à voir avec l'engagement que l'artiste peut avoir vis-à-vis de cette œuvre-là. Et est-ce que c'est un discours qu'on était plus apte à entendre aux États-Unis ? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes parti aux États-Unis ? Ça fait partie des raisons pour lesquelles vous êtes parti ? Oui, c'est pour ça que je suis parti, mais les
Américains sont pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils jugent les choses par rapport à ce qu'elles sont. En France, on juge beaucoup les choses par rapport à la manière qu'on a de les faire. Quand un sportif vient de gagner quelque chose, quand un homme d'affaires vient de réussir une affaire, on va s'intéresser à la manière qu'il va avoir, au processus qu'il a mené. Alors qu'aux États-Unis, d'une manière beaucoup plus pragmatique, directe, brute, j'allais dire. C'est le résultat. C'est le résultat qui compte, parce que les Américains n'ont pas le même rapport au passé que la France. La grosse différence entre les États-Unis et la France, c'est ce rapport au présent. Qu'est-ce que c'est que le présent ? Tout le monde est d'accord pour dire que le présent, c'est la jonction entre le passé et le futur. Combien de temps dure le présent ? Moi, ma réponse, c'est le présent dure le temps d'une respiration, puisque le présent, c'est la vie, le temps de respirer, mais avant, c'était le passé, et après, c'est le futur. Eh bien, aux États-Unis, on va juger l'importance du présent par rapport à un projet, par rapport à ce qu'on va faire, donc par rapport au futur. Alors qu'en France, souvent, on juge le présent par rapport à l'histoire, l'expérience qu'on a eue. On considère, par exemple, comme disait Bonaparte, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Ça veut dire qu'on est comme si on était au sommet du monde. Même le nom de la fameuse galerie que vous avez ouverte à New York dit beaucoup des raisons de votre départ de la France. Vous l'avez appelée la Re-Galerie. Re parce que c'était pour moi une manière de revivre dans un pays où l'on se fiche de ce que vous avez fait avant. Il fallait recommencer quelque chose. Est-ce que ça n'était possible qu'à New York ? Est-ce que New York était la ville dans laquelle c'était possible Il se trouve que je parle anglais couramment parce que ma mère y avait enseigné le français. Et du coup, je connaissais bien la ville pour y être allé, revenu, etc. Ça vous était familier. Donc, et puis, ça n'était qu'à, allez, on va dire 8 heures d'un endroit à l'autre. Et il m'est quelquefois arrivé, ça n'est pas écologique de le dire, mais de faire des allers et retours comme on prend un train, quoi. Et pourquoi être revenu alors en France ? Alors, je suis revenu parce qu'après 15 ans, en fait, j'avais le sentiment de plus comprendre l'Amérique qui venait d'élire Donald Trump et que ça ne me correspondait pas, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles je me suis construit étaient très différentes des valeurs que je voyais être racontées comme les valeurs américaines. C'était pas les mêmes. Et en France, on est à la veille d'élections qui pourraient aussi faire élire des extrêmes. Est-ce que ça voudrait dire que vous repartiriez ? Est-ce que vous iriez ailleurs ? Non, je ne suis pas volage. Hein. Je sais pourquoi. Quand je parle de cette éducation française, je veux parler de l'éducation de la finesse et qui quelquefois n'a pas beaucoup de différence avec l'enculage de mouche, mais qui donne en même temps un plaisir et un régal du détail. Les États-Unis sont un pays beaucoup plus brut, plus on-off, binaire. Vous voyez, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. La France, au contraire, se régale, et c'est ce qui fait sa force, d'ailleurs, de ses subtilités. Mais en même temps, ce qui la perd et qui la fait se perdre quelquefois dans les détails. Mais une fois qu'on a pris le goût de la subtilité et de la nuance, on se régale quand même dans les restaurants. Vous voyez ? C'est en tout cas un peu New York que vous nous racontez dans cet ouvrage, Manhattan Gallery, 50 traits portrait, au travers de personnages aussi touchants qu'intrigants. Adam qui vous confie son homosexualité cachée à sa famille protestante, Walter qui vous parle de sa carrière ratée d'artiste et de son histoire d'amour toxique, Linda qui est addicte au shopping, des tranches de vie dans lesquelles on peut, j'ai trouvé, un peu tous se reconnaître. Est-ce que c'est le caractère universel de ces personnages qui vous a fait les choisir ? Parce qu'il y en a eu des centaines de personnes sont passées dans cet atelier. Même des milliers. Parce que j'ai eu la galerie pendant 5 ans. En fait, c'était un atelier-galerie donné sur la 36th Street, entre 8e et 9e avenue. Et du coup, on était près de Times Square. Et tout ça, c'était un endroit dans lequel, à la fois, je travaillais et je pouvais recevoir et vendre mes œuvres sans intermédiaire. Et ça m'a donné l'occasion, effectivement, de rencontrer des tas et des tas de gens qui, peut-être parce qu'ils savaient qu'ils ne reviendraient jamais ou parce que l'art libère
un certain nombre d'émotions, les gens se confiaient, me racontaient des trucs. Alors, quelquefois, c'était vrai, mais d'autres fois, c'était n'importe quoi. Et je le dis d'ailleurs, il y en a, c'était des mythomanes. Mais en même temps, c'était quand je retournais à ma planche ou à mon tableau ou à ce que j'étais en train de faire, j'étais chargé de toutes ces émotions et que j'ai notées en quelques lignes au moment où ça se passait pour pas les oublier. Ouais. Et puis un jour, Benoît Cohen, que j'ai rencontré là-bas, venait d'écrire un livre et dans lequel il racontait son expérience de chauffeur de taxi. D'accord. Avec toutes les gens qui passaient qu'il avait croisés. dans Je son me suis dit, véhicule. ah mais en fait, bonne idée. Et j'ai ressorti ces histoires qu'on m'avait racontées. Et vous dites, hein, l'art est un puissant révélateur de l'âme, il invite les gens à se livrer. Et c'est vrai que certains vous ont livré des choses même très intimes. Hein. Je pense notamment à cet homme dont vous comprenez que ses problèmes d'eczéma apparaissent lorsqu'il est stressé, lorsqu'il est contrarié. Vous faisiez presque un peu office de psy parfois. Mais l'art, c'est ça. L'art, c'est souvent lié à l'intimité. C'est pas une fin en soi. L'art, c'est un prétexte. Et à ce que les gens, justement, descendent à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui est beau dans une œuvre? C'est l'universalité que quelqu'un va trouver, c'est-à-dire tous les autres qu'on va trouver à l'intérieur de soi. Quand j'entends grossièrement traiter les artistes d'égotistes, oui, on peut parler de gens concentrés sur eux-mêmes, mais vous, les journalistes, les avocats, les hommes politiques ont un ego, et que dire des sportifs. L'être humain même, voilà, au fond. ont la nécessité de se retourner sur eux-mêmes et de s'interroger. Sauf que les artistes, les écrivains de la même manière, tous les créateurs, transforment ce questionnement en quelque chose qui propose de physique et de concret. Donc finalement, c'est généreux. Je ne sais pas, c'est une nécessité. Encore une fois, si on a ça à l'intérieur, si on le garde, on étouffe. Ma femme est tout aussi hypersensible que moi à fleur de peau, mais elle considère comme impudique le fait de livrer ses émotions. Et elle garde ses secrets pour elle. Moi, en tant qu'artiste exhibitionniste, entre guillemets, il faut que ça sorte, sinon je suis mal. Alors, il y a l'écriture, le dessin et bien sûr toujours la musique dans votre vie. Plus de 40 ans de carrière, environ 2500 concerts. Vous continuez les tournées, notamment avec un seul en scène, Solissimo, encore bientôt au Café de la Danse. Et aujourd'hui, un album de duo et de reprises de titres qui parlent environnement. On ne vous attendait pas forcément sur ce terrain-là. Vous êtes un écolo convaincu ? Oui. Depuis le début, une chanson qui s'appelle « Jardin de mon oncle » figure déjà sur le tout premier disque que j'ai enregistré en 78. Je ne sais pas si vous étiez né, vous voyez. Non, pas encore. Tu vois. Mais bon, pas très longtemps avant. À la suite d'une rencontre avec des lycéens du lycée Poincaré où j'ai fait mes études à Nancy, les élèves sont venus me voir et m'ont dit on parle de vous comme multiste, mais en fait, vous êtes beaucoup plus engagé que ça. Or, quand on tape votre nom, c'est pas associé à ça, alors que finalement, beaucoup de vos chansons parlent du sujet. Et donc, je me suis dit, plutôt que de faire un nouvel album avec des nouvelles chansons, il y en a une nouvelle sur le disque, mais peut-être que ce serait plus logique de faire entendre certaines chansons qui, au mot à mot, ont gardé la même motivation et le même sens. Et puis c'est avec d'autres artistes, des amis, Yannick Noah, Jean-Louis Aubert, Angélique Kidjo, c'est ça? C'est ça, Souleymane Diamanka, Papillon Paravel, il y a plein de gens, Kali, Kent, une dizaine de mes amis qui donnent à ce disque-là une portée plus grande, et en sachant que l'intégralité des profits que générera le disque sera reversée à France Nature Environnement, qui fait un travail formidable sur le terrain. Et il va porter quel nom, cet album? Il s'appelle Projet Bleu-Vert, avec une couverture qui a été dessinée par Michel Granger.
qu'est-ce que la musique vous apporte de différent par rapport aux autres arts que vous pratiquez? Est-ce que c'est aussi parce que c'est un art moins solitaire? Parce que le dessin, c'est très seul, la peinture, on est très seul. Ça La dépend. musique, pour le coup, il y a quand même des musiciens, là vous le dites, Ah des oui. duos, d'autres artistes. Est-ce que ça vous sort de votre solitude d'artiste peut-être? Alors, disons que ça dépend des étapes. Dans la création, je suis toujours seul. La création, je crois, c'est un acte très, très personnel. Mais la musique, surtout, au-delà des musiciens et du sport co que ça représente de Ouais. jouer avec d'autres équipes, la musique, elle provoque, et je l'ai compris avec mes petits-enfants en fait, elle provoque du mouvement. C'est-à-dire, en fait, la musique, quelle qu'elle soit, elle provoque la transe. Et nous-mêmes, sur scène, on ressent cette espèce de ferveur, entre guillemets, Mhm. qu'on analyse, qui n'est jamais deux soirs la même, Mhm. mais qui, moi, je l'ai vécu pendant la période du Covid, où à ce moment-là, en même temps que ce qui se passait à l'extérieur, j'avais à combattre une maladie, Mhm. comme on dit. Heureusement, ça va mieux aujourd'hui, mais le fait d'avoir eu à monter sur scène et ne pas m'apitoyer sur mon sort, mais de partager ces moments intenses avec le public, ça m'a considérablement aidé pour passer ce moment difficile. J'ai un document à vous proposer, Charlie Couture. Je vais le mettre entre vos mains, je vais le Ok. décrire et bien sûr vous le lire, hein, vous inquiétez pas besoin de mettre de lunettes. Ce sont nos D'accord. partenaires, les archives nationales qui nous l'ont transmis. C'est un document très riche de 16 pages. Je n'en ai imprimé qu'un passage. Il s'agit du témoignage du grand résistant Stéphane Hessel au sortir Ah ouais. de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce témoignage, il est question de l'un de ses compagnons, un certain Jean-Pierre Couture, Ah oui. votre père, lui aussi grand résistant. Et dans ce passage, on comprend comment Hessel et votre père se sont rencontrés. Je ne sais pas si vous le saviez. Je vais lire ce passage. Vas-y. Vers juin, il eut peur d'avoir été repéré dans ce quartier et passe par un appartement de la rue Campagne, trouvé par un ami de Godefroy, recruté en France, Pierre Couture, 27 rue Stanislas à Nancy, devenu Jean-Pierre. lui Jean-Pierre, aussi... hein. Oui, mais là, à ce moment-là, dans le texte, il D'accord. dit Pierre. Ok, d'accord. Devenu lui aussi un de ses adjoints. Le quatrième type était Jacques Brun, un autre ami de Godefroy, d'accord. pris aussi en France. L'un et l'autre entraient dans la résistance. Ils étaient exclusivement chargés des liaisons. J.P. Couture, donc, Ah, d'accord. peintre, avait un studio rue de l'Ambre. Les trois venaient chaque matin prendre leur petit déjeuner chez lui. Vous connaissiez l'existence de ce témoignage, de ce document? Je connaissais Stéphane Hessel qui m'a remis la médaille de la Légion d'honneur de mon père juste avant de mourir. Mon père m'avait dit « Je viens d'apprendre que tu as la Légion d'honneur, bravo ». C'est lui qui me l'avait appris d'ailleurs. Ouais. Fais-moi le cadeau, s'il te plaît, de porter ma médaille. Et qui d'autre que Stéphane Hessel pour me la remettre et ça a été un moment d'émotion très intense auquel mes enfants ont pu assister et tout. Et c'était juste avant que je parte à New York. Stéphane Hessel était un grand homme. J'avais beaucoup d'émotions à son propos et de respect. Enfin, Et votre père aussi, grand résistant. Dans quelle mesure cette histoire... c'était mon père, ce héros, quoi. C'est ça, ouais, cette histoire il a- lourde aussi. Il y avait des cicatrices dans le dos, des cigares qu'on lui avait écrasés, il avait le crâne défoncé, il avait un trou dans la jambe à la suite d'un éclat d'obus qu'il avait eu au début de la guerre, quand il était chasseur alpin. Et il avait survécu à 9 mois de camp de concentration. Donc, c'était un homme qui était... c'était Google, un peu mon père. Il savait beaucoup, beaucoup de choses, surtout en matière d'histoire et d'histoire de l'art. Et c'était un homme que j'admirais, mais qui n'était vraiment pas facile parce qu'il n'accordait d'importance que pour les choses qui avaient été acquises dans l'effort. Les choses faciles, donc le monde d'aujourd'hui qui court à la paresse et à la facilité, ça le rebutait. Et moi, j'avais du mal à comprendre ça. Mais bon, ça m'a permis de me construire par rapport à lui avec rigueur, quoi. Et puis, il vous a donné votre côté artiste aussi. Il était lui-même un artiste, un peintre. Ouais, lui, il était plutôt architecte. Il avait D'accord. fait des études d'architecture et il était major de sa promotion quand il a été arrêté par la Gestapo et torturé, etc. Et la musique, ça vous vient de votre grand-mère qui a joué un rôle important, je crois. Hein. Elle vous contraignait à une pratique régulière du piano, c'est vrai? Oui. Ma grand-mère avait enseigné le piano. Disons, ma grand-mère, qui était la mère de mon père, était veuve très jeune.
jeune et avait enseigné le piano, et c'est elle qui a supervisé on va dire, mes études pianistiques que j'ai commencées à l'âge de 7 ans, effectivement. Et elle aussi avec le sens de l'effort. Elle était plus libérale que ça, mais il y avait l'obligation de jouer tous les jours. Je pouvais improviser, chose qu'elle ne savait pas faire. Mais par contre, il fallait que je passe une bonne 20 minutes, une demi-heure tous les jours devant le clavier. En général, c'est ce qu'exige aussi la musique. C'est une discipline des heures, de tous les jours. pratique. À l'allure de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez? Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie? C'est difficile parce que, encore une fois, j'ai 4 petits-enfants maintenant et j'essaye de leur transmettre, j'allais presque dire, une joie, entre guillemets. C'est rigoureux, mais en même temps, je ne crois pas qu'il y ait de joie profonde sans effort. C'est peut-être ce Et qui oui, m'a été finalement, c'est l'héritage de votre père. Quelquefois, il faut s'y mettre et il n'y a jamais rien de plus valorisant pour l'individu que d'avoir su dépasser ses craintes, ses maladresses et ci et ça. Ou sa flemme. Comment ? Ou sa flemme, d'avoir dépassé sa flemme. Ou sa flemme, ben oui, si tu ne te lèves pas et que tu restes dans le confort sous la couette, ben tu ne profiteras pas de tout ce qu'une journée peut éventuellement t'amener de surprise. Or, l'excitation dans la vie, c'est la surprise, se faire dépasser par une première fois, quoi. Toutes les premières fois sont merveilleuses. J'ai des photos maintenant à vous proposer, ça fait partie des rituels de cette émission, Charles Couture. La première, c'est un article qui nous parle de Jade, 26 ans, diplômée des Beaux-Arts, qui a décroché son diplôme avec les félicitations. Elle veut être designer, mais elle ne trouve pas de travail, Jade. Elle nous dit dans Marianne, soit on a une famille qui peut nous entretenir, soit on travaille ailleurs. Et pourquoi elle ne trouve pas de boulot? Parce que l'intelligence artificielle est en train de prendre le dessus. Et là, je m'adresse à celui qui est diplômé des Beaux-Arts, mais qui a aussi été pionnier du web. Quand Internet est arrivé, vous n'avez pas du tout eu peur, vous en êtes servi. Est-ce que vous avez cette même curiosité et cette non-peur face à la vague de l'intelligence artificielle, ou là c'est un peu différent? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, moi, ce qui m'a... vous avez parlé de multisme tout à l'heure. Oui. Les Américains appellent ça « Renaissance Man », c'est les hommes de la Renaissance. Pourquoi la Renaissance? Parce que de nouvelles techniques arrivaient en matière de création artistique et de techniques nouvelles, technologies, j'allais dire, différentes. Il en va de même avec le monde d'aujourd'hui, qui est une forme de révolution par rapport à ce qu'il y a eu. L'intelligence artificielle concourt à accélérer le processus de fabrication. Le seul truc et le grand danger de l'intelligence artificielle, c'est que ce n'est pas seulement un outil que l'individu peut manipuler en se l'appropriant, mais il appartient aux algorithmes qui, eux, génèrent des profits et des intérêts qui sont ceux du grand nombre. Et donc, l'intelligence artificielle vole énormément de choses sans en donner en échange. Qu'est-ce qu'elle donne en échange? Elle donne l'assurance, entre guillemets, que la moyenne est satisfaisante. Voilà. Et du coup, on ne fait plus l'effort de chercher la réponse, mais on se dit, si l'intelligence artificielle propose cette solution, c'est que ça doit être la meilleure, même si ce n'est pas la meilleure, etc. C'est ça le grand danger, parce qu'en l'espace de très peu de temps, l'intelligence artificielle a comme un vortex aspiré un nombre de professions incroyables. Il y en a chez les graphistes, chez les photographes. Les traducteurs. Et notamment les traducteurs dans le domaine juridique, dans le domaine de l'écriture. On ne cherche plus à écrire même ses propres lettres. C'est terriblement dangereux, parce que la paresse, encore une fois, c'est confortable, mais c'est invivable. C'est invivable. Si tu vis avec un homme qui est paresseux ou une femme paresseuse,
la vie est charmante seulement peu de temps, quoi. J'ai une deuxième photo. Il s'agit de Tom Novembre, un célèbre comédien, mais aussi votre frère. Oui, et depuis plusieurs années, il est parrain de l'opération Une jonquille contre le cancer avec l'Institut Curie. Vous avez vous-même évoqué publiquement les deux cancers qui vous ont touché ces dernières années. Ça vous touche qu'il s'engage comme ça dans cette opération? Bon, il était engagé avant que ça vous arrive, que j'étais moi-même atteint. En fait, la question, c'est la question de l'engagement. Est-ce qu'un artiste doit se suffire d'être ce qu'il est, ou est-ce qu'il se réalise à travers une forme de générosité, une cause quelle qu'elle soit? Est-ce que ça doit être rendu public ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais la France est un pays qui fonctionne essentiellement par le biais des associations. S'il n'y avait pas les associations et le bénévolat en France, il y a la moitié du pays qui s'effondrerait, tout simplement. C'est la générosité des gens qui va faire que le pays tient le coup et garde la tête haute. Aux États-Unis, c'est pas pareil, parce que tout est basé sur des financements. Charles-Élie Couture, j'ai une dernière question qui est en lien avec le décor qui nous entoure sur ce plateau. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous caractérise, vous, peut-être, ou qui vous parle, ou que vous aimeriez atteindre? Celle dont vous avez envie de parler. Trop facile, l'éloquence pour moi. Ouais, vraiment. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, quoi. Je suis attristé de voir le peu d'efforts que les gens ont pour formuler, préciser leur pensée. Moi, j'écris tous les jours. Avant de venir ici, j'ai passé 2 heures sur mon ordinateur pour raconter des choses. Quelquefois, c'est des choses publiques, quelquefois, c'est des choses personnelles, etc. Mais le fait de l'écrire, le fait de le mettre en forme m'oblige à plus de rigueur que dans la simple politesse au quotidien de comment ça va, bah écoute, ça va bien, ou le quotidien, il ne fait que scanner, entre guillemets, des états d'être sans vraiment descendre en profondeur. Alors que quand tu écris, ou si, tu t'obliges à une précision qui fait que pourquoi les couples s'engueulent les 3 quarts du temps, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se dire ce qu'ils ressentent, ni à le formuler pour soi, ni à le formuler à l'autre. Et encore moins pour l'autre, bien sûr. Du coup, non, sans hésitation. Après, les autres, oui, bien sûr. Mais l'éloquence. On s'arrêtera sur ce terme, alors. Merci infiniment, Charles-Élie Couture. Merci à vous d'avoir été notre invité dans cette belle émission. Et merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre plateforme publicsena.fr. Merci beaucoup. C'est beau.